Quand j'ai repris Magic, il y a une petite dizaine d'années, il m'a fallu plusieurs mois pour me remettre à jour sur l'évolution du jeu, que ça soit au niveau de tout le world building enrichi au fil du temps, ou bien des nouvelles mécaniques. Je constatais que malgré quelques évolutions, la direction artistique globale du jeu n'avait pas été profondément bouleversée. Et très vite, une interrogation m'est venue. Les têtes de chez Wizards of the Coast avaient-elles déjà envisagé une orientation vers la science-fiction ou du space opéra? Je me posais cette question, car aussi génial que soit la fantasy classique, on peut finir par s'en lasser. Surtout si Wizards décidait un jour d'accélérer le rythme des sorties de set. Certains arcs de l'histoire ont effleuré des thèmes de science-fiction. Je pense aux machines d'Urza et Mishra, ou encore à l'univers de Mirrodin, mais jamais de space fantasy assumé, encore moins de space opéra pur. Et nous voilà en 2025. Wizards livre enfin un set de fantasy spatiale. Et quel set! Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je prends une telle claque visuelle en découvrant une extension récente. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, car après ça, vous ne verrez plus jamais Magic de la même façon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Art of Magic. Sotera est une étoile anciennement destinée à devenir supernova, méticuleusement transformée en super void, en trou noir, par les monoïstes. Une superstructure cosmique instable, mais encore lumineuse, au cœur d'un système éponyme où se déroule l'action de ce nouveau set. Ce système comprend 5 mondes remarquables: Adagia, Utros, Susur Segundi, Kavaron et Evendo. 2 grandes factions religieuses s'opposent pour le contrôle du système, les monoïstes et le Palatinat céleste sur lesquels on reviendra. Mais pour commencer, comme le veut le format, voici quelques easter eggs. C'est devenu une habitude. Magic adore glisser des clins d'œil à d'autres univers de fiction, même en dehors de la gamme Universes Beyond. Alors forcément, on garde l'œil ouvert, et ici, en voyant le design de ce petit être mécanique, le robot ferrailleur intrépide, et surtout en lisant son texte d'ambiance, difficile de ne pas penser à un hommage au magnifique film Wall-E de Pixar. Plus qu'un simple jeu, Among Us est devenu un véritable phénomène culturel. Le jeu se déroulant dans l'espace, il était naturel que Magic lui rende hommage à travers une carte, un anti-bet, voter l'élimination. On y voit ce pauvre petit extraterrestre prêt à faire un tour dans le vide spatial alors qu'il est probablement innocent. Rappelez-vous, même dans l'espace, un chien reste un chien. Ce charmant cabot à 10 pattes a d'ailleurs mis hors service un autre robot qui me semble étrangement familier. Je crois bien qu'il s'agit là du synergiste de Guide Lux, qui faisait la course dans Ether Drift en début d'année. Alors vous me direz, oui, mais c'est sûrement un modèle fabriqué en série qu'on retrouve en plusieurs exemplaires dans la faction des Guide Lux. Eh bien j'ai cherché, et même si j'ai croisé des robots ressemblants, c'est les 2 seules itérations de ce modèle qui existent. Alors laissez-moi croire qu'il s'agit bien du même robot. D'ailleurs, malgré le teasing sur cette faction lors du set Ether Drift, c'est la seule carte où l'on retrouve un Guide Lux dans Edge of Eternities. Encore un good boy, je ne sais pas ce qu'a Wizards avec les corgis depuis l'année dernière, mais ça fait 4 en quelques mois. Après oui, faut des trucs mignons pour mieux vendre, on sait bien. Il existe plusieurs traditions guerrières et cérémonielles, notamment chez les chevaliers de l'Europe médiévale, où un chef ou un guerrier de haut rang est préparé par ses subordonnés avant une cérémonie ou avant le combat. Cette pratique combine à la fois des aspects rituels, symboliques et pratiques. Il n'y a pas de raison qu'une fois dans l'espace, cet usage disparaisse. Parmi les créatures qu'on pensait voir revenir mais qui sont finalement restées dans l'ombre, il y a les Slivoïdes, représentés officiellement sur une seule carte. Une seule carte, pas tout à fait. Si l'on regarde attentivement l'illustration derrière le cadre du balayeur du Murgivre, on distingue la silhouette d'un Slivoïde. Plus de doute, cette créature mythique du lore de Magic rôde bel et bien dans le système de Sotera. Même chose pour les Eldrazi. On nous montre officiellement que le vestige anticausal, preuve de la présence des Eldrazi dans le secteur. Et visiblement, le Palatinat céleste garde prisonnier un colosse qui ressemble fortement à un certain Kozilek, l'un des 3 titans Eldrazi. Est-ce une dépouille, une statue ou un véritable Eldrazi en stase? Aucune réponse pour l'instant. Le bracelet d'hégémonie permet de prendre le contrôle d'un adversaire.
C'est une carte qui évoque ces machineries extraterrestres capables de libérer le potentiel télépathique, rappelant certains artefacts présents dans les romans d'Edward Elmer Smith par exemple, auteur de la saga culte Lensman. Et en parlant de Lensman, regardez-moi toutes ces belles couvertures de romans qui ont dû inspirer les artistes en charge de ce set. Au-delà du style très proche, il y a même certaines formes récurrentes qui ne laissent guère de doute quant aux inspirations d'Ethan Fleischer, le chef designer de Edge of Eternities. Les cartes modules d'atterrissage sont un nouveau type de jetons permettant d'atterrir sur des planètes afin de les explorer et d'en tirer le mana potentiel. Il existe 5 illustrations différentes pour ce module, une par couleur et donc une par faction, et certaines me font vraiment penser aux mêmes capsules individuelles que celles des Predators dans les films. Les vaisseaux spatiaux sont, en toute logique, au centre de ce nouveau set. Et quoi de plus beau que d'observer des paysages galactiques à travers la vitre ou la porte du vaisseau qui vous fait traverser le cosmos. C'est ce que propose ce nouveau traitement appelé Viewport Lens, uniquement réservé au terrain du set. Pas mal, surtout en Galaxy Foil. Autre traitement très stylé, les Triumphant Cards. Certains personnages ou créatures importantes du set posent devant un arrière-plan représentant une planète, devant laquelle une navette vient systématiquement couper la forme circulaire de cette dernière afin de reproduire le symbole du set. Même si je rappelle qu'à la base, il s'agit bien d'une représentation du trou noir. Edge of Eternities met en scène 5 factions principales, une par couleur, avec chacune leur esthétique. La grande nouveauté de ce set sont les vaisseaux, et justement, chacune de ces factions possède leur type de vaisseau bien spécifique. Le bleu est la couleur des Ilvoy, une civilisation méduséenne établie au sein de la géante gazeuse Utros, dont la surface est couverte de nuages épais, tandis que son centre est sujet à de violents tourments météorologiques. Décrit comme un peuple énigmatique et doté d'une grande intelligence, ils cultivent une forme de secret quant à la nature de leurs recherches scientifiques. Dotés d'un pouvoir nommé sculpte-nuage, ils peuvent à partir de simples gaz créer une matière résistante dont sont issues leurs infrastructures et leurs vaisseaux. À l'image de leur intelligence, le design de leur vaisseau est fin et sinueux, à la texture de cristal et aux airs de créatures des profondeurs des mers. Dans le système de Sotera, ce sont les Kavu qui incarnent la couleur rouge, des créatures mi-humaines, mi-reptiliennes. Leur monde, Kavaron, est doté d'une structure supportant très mal l'influence de l'étoile noire et se désagrège peu à peu. Contrairement à leurs lointains cousins de Dominaria, leur espèce a connu une évolution considérable au fil du temps. Face à la destruction imminente de leur planète, l'exploration du ciel à la recherche de terres habitables est devenue un leitmotiv. Sous les couches de sol arrachées par la gravité, sommeillent volcans et torrents de lave, leur laissant peu de temps avant de devoir abandonner leur foyer. Les vaisseaux et robots qu'ils utilisent au quotidien s'apparentent à des engins de manutention ou de chantier, prêts à forer, à tronçonner. Les conditions de vie extrêmes auxquelles ils font face les ont poussés à concevoir ce type de machines ferraillées résistantes. Les Eumidians, représentés par la couleur verte, proviennent d'un système très lointain. Ils ont établi une colonie sur Evendo, planète jumelle de Kavaron, jadis prisonnière des glaces, grâce à une méthode singulière. Ils projettent dans le cosmos des vaisseaux remplis d'eux, capables d'errer pendant des millénaires dans le vide intergalactique avant de trouver une terre d'accueil. À la suite des bouleversements sur Kavaron, Evendo a connu un réchauffement climatique qui fit fondre ses glaces, révélant une flore luxuriante et une nouvelle forme de faune, les Eumidians. Le design de leur vaisseau, d'une esthétique biomécanique et d'un vert intensément végétal, évoque tour à tour la fleur, la cosse ou la liane. Il dégage une grâce sans pareille et donne l'impression d'une parfaite osmose avec les biomes qu'il façonne. Parmi les forces les plus influentes du système figurent les monoïstes, descendants des Susuriens, qui ont établi leur foyer sur la planète Susur Segundi, nom qu'ils ont donné eux-mêmes à l'astre. Incarnant à la perfection l'essence du noir, ce dogme religieux voue un culte absolu au vide et au néant. Les Susuriens sont de massives créatures humanoïdes capables de façonner la lumière et de manipuler naturellement les fils gravitationnels de l'univers, donnant l'impression de jouer à la fois avec l'ombre et l'éclat. Leur but ultime, atteindre le Zero Point, centre mystique de chaque trou noir afin d'accéder à la prochaine éternité. Le design de leur technologie reflète l'objet de leur culte, sombre et courbé, façonné dans une matière où l'on se demande si la lumière y est absorbée ou reflétée.
À l'autre bout de l'échiquier, on retrouve le Palatinat Céleste, un système féodal intergalactique extrêmement développé, tourné vers la lumière et l'expansion cosmique. Radicalement opposés à l'entropie défendue par les monoïstes, ils ont pour objectif de rallumer les supervoids comme Sotera, plutôt que de les laisser s'éteindre. Pour cela, ils déploient une technologie capable de raviver des étoiles effondrées, prolongeant ainsi la vie stellaire afin de préserver la lumière et la vie dans l'univers. Leurs vaisseaux, d'une majesté unique, sont fabriqués dans un alliage blanc et doré éclatant. Médailles volantes étincelantes, orgueilleuses couronnes spatiales, à l'image de leur créateur. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un univers de fantasy qu'on ne peut pas s'inspirer des découvertes scientifiques modernes. Magic l'a d'ailleurs déjà fait, souvenez-vous des dinosaures d'Ixalan avec leurs plumes. Et oui, il est probable que beaucoup de spécimens de dinosaures se rapprochaient plus du gros oiseau que du gros lézard. Eh bien, dans Edge of Eternities, la science influence à nouveau certains pans de la direction artistique. Le télescope spatial James Webb a montré que la lumière pouvait être courbée par la gravité d'objets massifs. En résumé, tout objet massif courbe la lumière. Selon la relativité générale, n'importe quelle masse, planète, étoile, galaxie, amas de galaxies, déforme l'espace-temps. Les photons suivent cette courbure, ce qui fait que leur trajectoire semble se plier. Plus la masse est grande et concentrée, plus la courbure est marquée. Un trou noir, par exemple, courbe tellement l'espace-temps que la lumière peut même tourner autour. Cela donne un anneau de photons, ou être piégée si elle passe trop près. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est littéralement le pouvoir des monoïstes, et toute leur esthétique découle de ce phénomène scientifique. C'est même le concept central de ce set et des événements qui se déroulent à Sotera. J'ai relevé dans la mentalité des monoïstes de fortes similarités, pour ne pas dire une lecture ésotérique du monde quasi identique, avec le satanisme anti-cosmique. Il s'agit d'un courant occulte qui existe bel et bien chez nous et qui voit l'univers matériel comme une prison façonnée par des forces créatrices hostiles. Ces adeptes honorent des entités chaotiques ou précosmiques, souvent assimilées à Satan ou à des divinités destructrices, afin de dissoudre la création. Leur but ultime est de revenir au néant primordial, rejetant toute loi cosmique et toute structure imposée par l'existence. On est quand même très proche du dogme chaotique prôné par les Sussuriens. Quand en face d'eux s'oppose une bande d'illuminés, dans le sens littéral du terme, dont la structure politique et militaire est inspirée par la foi envers une harmonie cosmique. Satan contre Dieu, le chaos contre l'ordre, l'obscurité contre la lumière. Les mythes ne sont souvent qu'une relecture de mythes plus anciens et ainsi de suite. Mais sur ce plan-là, je trouve que Magic a encore réussi son coup. C'est une excellente réinterprétation de l'éternel combat du bien contre le mal, mais avec une approche moins pragmatique et imprégnée des vertiges provoqués par des cogitations sur des questionnements métaphysiques liés à l'espace. À l'heure où une nouvelle forme d'internet émerge et où les IA commencent à faire partie de notre quotidien, Magic opère aussi sa révolution technologique au sein de son propre univers, sous forme d'une toile extrêmement plaisante à contempler. Le jeu a une fois de plus repoussé les frontières, et au-delà de nous avoir offert l'un des plus beaux sets, nous a surtout donné, je l'espère, la première aventure d'une longue épopée spatiale qui, à terme, apportera des réponses à toutes nos questions.